Bonjour, merci à vous de regarder cette vidéo. Dans ma dernière vidéo, j'ai évoqué à quel point nous, les adultes, nous accordons une trop grande importance au fait de jouer pour apprendre. Car oui, pour beaucoup d'adultes, de parents, d'éducateurs ou d'enseignants, les enfants apprennent mieux en jouant. Le jeu éducatif est devenu une mode plutôt agréable, plutôt séduisante, notamment pour toutes celles et tous ceux qui ont vécu des moments très difficiles, voire traumatisants dans des contextes traditionnels d'apprentissage. Je vais revenir aujourd'hui sur l'importance de proposer des contextes, des contenants vivants aux enfants dès leur plus jeune âge. Et d'ailleurs, pour les adultes comme pour les adolescents qui n'ont pas eu accès à ce genre de contexte, quand ils étaient plus jeunes, c'est très important de s'autoriser à prendre du temps pour les vivre. Qu'est-ce que j'appelle des contenants vivants ? Bien, c'est tout simplement des contextes d'apprentissage en milieu naturel, dans la nature et le plus sauvage possible. J'entends par sauvage le moins aménagé possible par l'humain. Mais attention, plus les enfants sont âgés et déconnectés de ce genre de contexte vivant sauvage, plus il faut les y amener en douceur. Leur faire vivre des moments en nature, quelle que soit la météo, peut nécessiter quelques précautions. Le contenant vivant sauvage est très adapté aux enfants dès leur plus jeune âge, mais s'ils n'y sont pas connectés au plus tôt et sur la durée, leur imposer ce genre de contexte sans conscience, ça peut être trop rude, trop de ronces, trop de bruit inconnu, trop de bêtes, trop d'insécurité. Le très jeune enfant, qui va dehors au quotidien et qui est en contact du sauvage très régulièrement, ne se sent pas en insécurité. Pourtant, ce sont bien les mêmes ronces qui piquent. Il y a aussi de nouveaux sons, parfois inquiétants, et aussi des insectes tout aussi impressionnants. Mais la différence, c'est qu'il a construit ses habitudes, son référentiel de vie de jeune enfant, sur cette base sauvage. Et bien sûr, n'oublions pas de préciser qu'il est indispensable qu'il soit aussi accompagné par ses parents ou des adultes conscients des enjeux éducatifs qu'il traverse. N'oublions pas qu'il n'est pas question de parachuter un enfant seul dans un milieu naturel. Il va y aller sous l'œil bienveillant et sécurisant de ses parents, puis d'autres adultes sur qui il peut compter quoi qu'il advienne. C'est cette sécurité affective et émotionnelle qui est le socle de son sentiment de sécurité dans ce contexte naturel et sauvage. Bon alors, admettons qu'on propose à des enfants, quel que soit leur âge, des contextes de vie, des contextes d'apprentissage dans la nature, dehors, en prenant bien soin qu'ils se sentent en sécurité affective et émotionnelle. Jouons le jeu justement de ne rien proposer d'autre, juste pour leur laisser un peu d'espace, un grand espace en vérité, sans stimulation autre que la nature autour d'eux. Attention, il est possible qu'ils réclament de l'attention justement, mais aussi des stimulations chez les adultes ou les autres enfants autour d'eux. Idéalement, en tant qu'adulte, vivez vous aussi ce dépouillement de stimulation artificielle. Ce ne sera sans doute pas facile, mais faites-le au moins en conscience qu'en modélisant ce rien faire, ça va ouvrir un bel espace pour l'enfant. Je rappelle que pour beaucoup d'individus de nos sociétés, qu'ils soient adultes, ados ou enfants, nous sommes toutes et tous accros à la dopamine, une hormone que nous sécrétons au contact de nombreuses stimulations, comme les écrans, les jeux et toutes sortes d'activités. La dopamine est reliée au plaisir immédiat, et donc à une certaine illusion, celle du contrôle. Le contrôle de ce qui nous arrive, le contrôle des situations que nous vivons, le contrôle de l'accès au bien-être, de notre confort, le sentiment, la croyance de contrôler ce qui peut nous permettre de réussir ou d'éviter ce qui nous met en difficulté. Cette dopamine est très saine si elle n'est pas sécrétée en excès, car en nous connectant au plaisir immédiat, elle nous permet de nous détacher d'une anxiété ou d'un stress relié au danger autour de nous qui pourrait nous mettre en état d'alerte permanent et donc néfaste pour notre santé. Chez les peuples qui vivent au quotidien dans la nature sauvage, il n'y a pas ce stress néfaste, alors qu'il y a sans doute beaucoup de dangers potentiels autour d'eux, surtout en comparaison avec la nature sauvage autour de nous. Et chez ces peuples immergés dans le sauvage, reliés à la nature au quotidien, il n'y a pas non plus d'excès de sécrétion de dopamine. Alors on peut légitimement se demander comment font-ils pour vivre de façon si paisible dans ces milieux si sauvages qui nous paraissent à nous si hostiles parfois. Je n'entrerai pas dans les détails reliés à cette question. Ils ont juste appris, juste entre guillemets, ils ont juste appris à vivre en toute sécurité affective et émotionnelle et à vivre en lien profond avec cette nature sauvage et à vivre soutenus en permanence par une communauté dans laquelle ils se sentent engagés et en sécurité. Ils ont aussi appris à vivre au quotidien en étant reconnus pleinement dans leur singularité et ce, tout au long de leur vie. Rien que ça. Bon, pour nous, il y a donc des défis que nous avons à relever pour nous apaiser. Et il y en a au moins 2 sur lesquels je veux insister ici. Premier défi, sortir de la dépendance à la dopamine qui à la longue nous entraîne dans une sorte de schizophrénie et donc dans une perception déformée de la réalité qui en général nous isole et nous déconnecte des liens humains. Ces liens humains justement qui sont censés nous permettre de ressentir la sécurité dont nous avons besoin. La dopamine est connectée à une distraction immédiate et en excès, elle nous distrait. Elle nous écarte de nos besoins véritables sur le long terme, même si elle nous permet, en dosage normal, d'éviter d'être dans un stress constant. L'autre défi, donc, c'est d'éviter d'être en continu stressé.
en d'autres termes relié à des sentiments d'insécurité et de danger constant. Cet état de stress permanent sur la durée a un effet inhibiteur. Il nous dissuade de toute action, de tout déploiement et de tout épanouissement. Et oui, pour prendre son envol, pour se développer, pour apprendre, il nous faut accepter de prendre des risques. Et quand le cerveau, notre ordinateur de bord, ou nos réflexes instinctifs se coupent, alors on ne se lance plus dans une quelconque action, on attend, passivement. Et qu'est-ce qu'on attend ? Notre prochaine dose de dopamine. Voyez le cercle vicieux ? Donc trop de dopamine nous coupe de notre vraie perception et donc de nos liens humains. Et trop de stress nous coupe dans notre élan naturel d'accomplir des actions. Il y a bien un troisième défi à relever lui aussi, qui est un peu le socle et la résultante des deux premiers que je viens de citer. Si on est shooté à la dopamine, donc déconnecté de la réalité, et si notre corps n'a plus l'élan d'être en mouvement, eh bien nos expériences nous écartent du moindre éveil, du moindre recul. Nous ne comprenons plus ce qui nous arrive. Nous sommes coupés de notre faculté de compréhension, comme prostrés, repliés sur nous-mêmes. Et justement, pour nous sortir de cette impasse, il nous faut réapprendre à nous relier à nos canaux personnels et singuliers de connexion, qu'ils soient par le corps, par les émotions, le ressenti ou par le mental. Et il nous faut donc éviter toutes ces distractions qui nous rendent accros à la dopamine. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter d'avoir du plaisir, non. Ça veut dire que même accro au sucre raffiné, il nous faut réapprendre à aimer les sucres naturels comme de croquer dans un fruit. C'est juste ça dont il faut avoir conscience pour comprendre pourquoi c'est dur parfois pour des ados, des adultes ou des enfants de se retrouver dans un contexte naturel, sauvage, a priori insipide et dépourvu de toute stimulation. Car des stimulations, il y en a, et elles sont bien plus complexes et plus fines que celles des écrans, des distractions ou des jeux auxquels nous sommes habitués. Donc commençons-nous, adultes, à faire l'essai de ce sevrage. Et avant d'envoyer nos enfants dans ce genre de contexte, commençons, nous, adultes, par aller vers ce dépouillement. Choisissez ce qui vous convient a priori. Partez dans la nature, soit pour vous poser, soit pour vous asseoir à un endroit qui vous appelle. Vous pouvez aussi marcher sans but, juste en laissant votre corps, vos sensations, votre ressenti vous guider. Choisissez une activité, un état très simple, sans fioritures, mais bien relié à qui vous êtes. Si vous avez envie de partir dans la nature avec un appareil photo, avec un instrument de musique, avec de la ficelle et un couteau ou avec un carnet et un crayon, c'est très bon. Tentez déjà ça. L'idée, c'est de décrocher progressivement du matériel ou des accessoires superflus. Ceux-là même qui nous donnent l'illusion du bien-être, grâce à la dopamine justement. Dans le mouvement H-Hills, qui est une de mes sources d'inspiration, il existe 14 types d'activités, d'états, qu'on appelle des routines. Donc 14 routines quotidiennes qui nous permettent d'être en lien avec la nature. Choisissez celle qui vous appelle, qui vous connecte, celle dans laquelle vous vous sentez apaisé et vivant. Et si vous pratiquez cette activité, cette routine régulièrement, quotidiennement dans l'idéal, vous allez transférer les effets de la sécrétion de dopamine vers une ouverture moins distrayante, au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'elle va vous connecter à vous-même en prenant appui sur la connexion avec la nature sauvage autour de vous. Ce dépouillement que vous allez vivre, si vous êtes parent d'enfants en bas âge, voire avec des nourrissons, partagez-le avec eux. Prenez du temps pour vous seul si vous pouvez et si vous en avez besoin, mais faites-leur profiter de ces moments. Bien plus vite que les adultes déjà bien conditionnés, ils vont trouver leur espace et leur état de connexion, en fonction de leur âge bien sûr. C'est un moment sans jouets, sans téléphone, sans montre, avec le moins d'accessoires possible. Si vos enfants sont plus âgés et qu'ils ont eu le temps de se déconnecter du vivant, par toutes les circonstances de leur vie, aucun souci. Partez faire vos routines et racontez-leur à table quand vous revenez. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, il est indispensable qu'enfants, ados ou adultes aient accès à des espaces pour partager leurs expériences en nature, même les plus dépouillées. Je développe tout cet aspect dans la vidéo reliée à l'importance de partager les histoires et les expériences. Donc oui, partagez à table ce que vous avez vécu et inlassablement, proposez-leur de venir avec vous juste pour passer un moment avec vous ou non loin de vous. Si vous connaissez vos enfants, vous saurez utiliser les bons subterfuges pour leur donner l'élan. Et si avec vous, parents, ça ne fonctionne vraiment pas, demandez de l'aide à un autre adulte en qui vous avez confiance, complice de votre démarche de faire la même chose. C'est plus facile pour les enfants de suivre des adultes qui ne sont pas leurs parents et partager ce genre de projet. Donc les enfants, les ados, voire les adultes vont vivre ce moment dépouillement. Essayez de rester au moins 30 minutes dans l'inaction apparente. Si c'est vraiment difficile, certains vont vous proposer de tester ces instants petit à petit en augmentant la durée progressivement. C'est une version possible. D'autres, comme moi, vous suggéreront quelque chose d'un peu plus radical, d'un peu plus raide en apparence. L'important, c'est que vous soyez confiant et bien aligné vous-même. Si vous craignez que ça ne marche pas, eh bien ça ne marchera pas. Donc vraiment, privilégiez de vivre un bon moment pour vous-même et vous vibrerez cet instant auprès de l'enfant.
Quoi que vous allez décider, il y a bien un moment, pendant le temps où le taux de dopamine chute, où l'enfant va s'impatienter, voire même crier à l'ennui. Et si ça arrive, c'est une excellente nouvelle car l'ennui, c'est la dernière porte à franchir. L'ennui n'est que l'alerte de notre corps qui manque de dopamine. C'est notre raison qui croit perdre le contrôle. Et si un individu exprime un état d'alerte du genre « je m'ennuie » à un autre humain, c'est bon aussi car il connecte avec les humains autour de lui en exprimant son désarroi, la difficulté qu'il traverse. Donc ne réfutez pas cet appel au secours. Rassurez bien l'enfant que vous l'avez entendu et que vous êtes bien là. Oui, j'ai entendu et je comprends, tu t'ennuies. Mais on va rester encore un peu car moi je n'ai pas fini de vivre ce que j'ai à vivre. Tenez bon, même si l'enfant semble souffrir, il est juste en petite cure de désintox de la dopamine. Ça va bien se passer. C'est une vraie souffrance bien sûr, mais elle est salutaire. Ça peut être très dur aussi pour les adultes d'accompagner l'ennui des enfants autour d'eux, car ça les renvoie à leurs propres difficultés, à leur propre accoutumance aux excès de dopamine. Ça peut donc être très dur. Mais si vous résistez, et si l'enfant tient, plus ou moins rapidement, l'ennui exprimé, l'expression de l'ennui reçu et comprise par l'adulte va se transformer. C'est quasiment magique, voire même alchimique. L'ennui va se transformer en richesse. En l'absence de stimulation rapide et plaisante, que va faire l'esprit de l'enfant ? Eh bien, il va tout faire pour créer lui-même les stimuli dont il a besoin. Et que va-t-il choisir en priorité ? Eh bien, il va choisir les stimulations qui sont en lien avec son canal prioritaire, préférentiel de connexion. Il va donc se connecter à lui-même en prenant appui sur la nature bien vivante autour de lui. Voici quelques exemples dont j'ai été témoin après avoir franchi la dernière porte, celle de l'ennui qui fait si peur. Certains enfants vont ramasser des bouts de bois, des cailloux, des pommes de pin, les rassembler, en faire des petits tas. Construire avec toutes sortes de choses, parfois difficiles à décrire ou parfois faisant l'objet d'une création évidente. J'ai parfois vu des grands enfants prendre leur mal en patience en suivant des fourmis au sol jusqu'à s'exclamer tout heureux, comme de très jeunes enfants. « Ça y est, j'ai trouvé la fourmilière !» Magnifique. Certains individus vont se rassembler et papoter, prendre le temps de se parler, de se raconter leurs histoires, enfin, assis à même le sol ou sur un tronc d'arbre, et finalement sans voir le temps passer. D'autres vont monter dans des arbres, escalader des cailloux, courir, marcher, s'asseoir, puis tout recommencer. J'ai aussi vu des enfants prendre des bouts de bois et dessiner à même le sol, ou tenter d'écrire sur l'écorce des arbres. Ou encore, d'autres tenter de créer de jolies choses. Certains même s'allonger et regarder la cime des arbres dans le vent, parfois même s'endormir. Dans tous les cas que j'ai pu observer, j'ai à chaque fois vu cette fameuse dernière porte, celle de l'ennui, permettre à chacune et chacun de se relier à une partie du vivant qui l'entoure. Et à chaque fois, j'ai vu et compris à quel point cette reliance au vivant permettait à chaque individu de se retrouver lui-même. Je vous garantis qu'après ces expériences dépouillées de tout accessoire distrayant, répétées très régulièrement et accompagnées et reçues par les adultes qui les suggèrent, l'apaisement des individus se ressent et se transmet à tout leur environnement. C'est un peu comme si un bout de la nature se reflétait en eux, et par eux. C'est très beau et agréable à constater. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires ou si vous avez envie de partager comment vous ou les enfants que vous connaissez traversent cette dernière porte de l'ennui pour se reconnecter à eux-mêmes, c'est bienvenu. À très bientôt.